de l'actualité que je ne vais pas rappeler, je voulais simplement vous lire une déclaration que je souhaitais faire publiquement. Une déclaration que j'ai rédigée seul, mais en demandant l'avis de certains collègues qui sont ici, de façon à apporter un message qui, je l'espère, sera de nature à apaiser les débats et la situation. Je demande votre attention. Donc, chers collègues, maires, élus municipaux et conseillers communautaires, après plus d'un mois de turbulence, je souhaite ce soir apporter un message d'apaisement. Ma volonté est de travailler avec vous tous, sereinement, pour accompagner nos services au quotidien et poursuivre la conduite de nos projets d'investissement. Au cours des semaines passées, j'ai pris conscience qu'au sein de notre communauté, des agents sont en souffrance. C'est une souffrance dont je découvre peu à peu, depuis un mois, la réalité pour laquelle je souhaite que nous puissions apporter une réponse appropriée. Pour cette raison, vous le savez, j'ai repris la présidence des instances de dialogue paritaire afin d'avoir un accès direct et immédiat à cette situation. En conduisant personnellement le dialogue social avec les collègues qui y siègent, avec les représentants du personnel communautaire, mais aussi avec l'expertise de l'ensemble des directeurs, j'affirme que c'est avec eux tous que j'examinerai chaque situation individuelle pour œuvrer à leur amélioration. Pour cela, j'ai établi une méthode et je vais engager des actions. Nous avons, avec le Centre de gestion de la Manche, cette semaine, convenu de la mise en place rapide d'un audit complet de notre organisation. 4 piliers seront investigués. Celui du management, bien sûr, je dirais même des managements. Celui du fonctionnement du dialogue social. Celui du mal-être au travail. Et enfin, celui de notre politique en matière de ressources humaines, avec par exemple politique de recrutement, de revalorisation salariale, etc. Et d'autre part, donc en allant à la rencontre des agents sur le terrain pour les écouter et identifier leurs besoins, besoins que l'on comprend mieux, ainsi que certaines réalités, et donc je m'engage à amplifier ces visites. Je sais que vous êtes majoritairement heurtés. Donc, je sais que vous êtes majoritairement heurtés par le climat de la période que nous traversons. Vous me l'avez dit. Beaucoup d'entre vous m'ont fait savoir. Et je mets tout en œuvre pour que ces situations soient traitées dans un cadre serein et réglementaire, et en dehors de toute polémique. Aussi, cette semaine, en comité d'orientation, nous avons convenu de mettre en place des temps dédiés à l'examen des difficultés d'ordre politique, afin de faciliter la mise en œuvre de nos stratégies. Et le fruit de nos réflexions, de nos discussions, sera ensuite partagé en conférence des maires. Notre prochain budget sera voté en début d'année prochaine. Et d'ici là, notre priorité sera bien de veiller à la bonne réalisation de nos missions essentielles. Il y a bien sûr la question du versement des salaires, le règlement des factures de nos prestataires et la continuité du bon fonctionnement de nos services publics. Vous le savez, j'ai participé activement à la création de cette EPCI. J'ai pris sa présidence en 2017, qui a été renouvelée en 2020. Et mon but est de poursuivre jusqu'à la fin du mandat, avec vous toutes et tous, son développement, en veillant à ce que chacun, agent et élu, y prenne sa juste place et participe avec bienveillance à son évolution. Je vous remercie de votre confiance et je vous assure ce soir de ma détermination à œuvrer en faveur de l'intérêt général, en faveur de nos 95 communes et de nos 90 000 habitants. Et à la demande de nombreux collègues qui ne souhaitent plus assister à certains débats desquels ils se sentent éloignés, je vous annonce que si un échange est souhaité,
Nous le développerons en questions diverses après l'épuisement de l'ordre du jour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, pour engager l'ordre du jour, précisément, je vous propose d'évoquer le procès-verbal du 22 septembre 2022 et je vous pose la question. Y a-t-il des choses à améliorer, à amender, à supprimer? Monsieur Ranchin. Sur la question de la gare du Neubourg, il avait été voté une vente sous condition. Et dans le compte rendu, la condition n'est pas indiquée. Et vous deviez donc en contact avec les porteurs de projet, sachant que j'attire l'attention de la comité d'agglomération. Il y a un associé qui vient de décéder. Donc le projet peut prendre des difficultés. Notamment après recherche sur Internet, il s'avère que la situation n'est pas claire du tout. Donc je souhaiterais quand même qu'il soit corrigé dans ce compte rendu, sous condition, et les conditions qui ont été définies tous ensemble quand on a voté cette vente, parce qu'on risque de se retrouver dans une situation qui a été vécue précédemment par la communauté d'Aglo sur un autre dossier. Je pense que ça serait dommage d'en arriver là. Est-ce qu'on peut reprendre le contenu du compte rendu, de façon à voir de quelle façon il peut être amendé? Parce qu'en effet, ça faisait partie des débats. Je rappelle quand même que le conditionnement de la vente est lié à la signature d'un compromis, puis de la vente. Et que dans le compromis, il faut le préciser en effet. Le micro est éteint. Alors, voilà le procès-verbal du Conseil communautaire qui s'ouvre à nouveau. Hop là, le place, page 4. Je vous remonter un tout pour voir la fin de... On remonte encore un tout petit peu, peut-être pour voir la fin de la... Donc il est marqué en considérant que la propriété ne présente pas d'intérêt pour les projets communautaires et que la valorisation proposée pourrait renforcer l'offre touristique locale. Considérant que l'agence immobilière de Montonnet a estimé à 34 600 € TTC, décide de céder la gare du Neubourg et les parcelles adjacentes pour la somme de 34 600 €, précise que les frais de renouvellement du bornage sont nécessaires, sont à la charge de l'acquéreur, précise que les frais de notaire liés à la cession de la parcelle sont à la charge de l'acquéreur et autorise M. le Président ou son représentant à signer l'ensemble des actes et des documents liés à l'exécution de la présente opération. Et cette délibération ne fait pas... Est-ce qu'on peut revoir Hervé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet? Est-ce que tu vois une nuance à apporter? Il faut juste préciser que Ce qui avait été indiqué, c'est que comme dans tout projet de ce style, les gens sont propriétaires que quand ils ont un permis de construire, ça c'est ce qui se fait d'une façon générale pour toute cession. Après, sur le reste, je laisse M. Ranchin libre de ses propos, on ne peut pas les juger là-dessus. Non, ça c'est évident. De toute façon, vous faites des recherches sur Internet, vous les avez. Oui, Et moi, je n'ai pas besoin de rechercher avec Internet, je travaille avec eux tous les jours. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple, je ne vais pas chercher sur Internet. J'attire l'attention simplement, maintenant, vous êtes averti, vous ne venez pas dire après, on ne savait pas. C'est tout. C'est sûr, vous avez raison. 40 000 € sur 40 millions d'investissements, c'est quelque chose d'important. Si
Ils sont pas Après qu'ils aient perdu un associé, c'est pas quelque chose qui a été caché, ça a été indiqué. Les porteurs de projet sont venus présenter le projet à la commune de Mortain, Bocage. Ils ont présenté le projet. Aujourd'hui, ils sont en train d'acheter l'ancienne caisse d'épargne. Ils sont en train de travailler sur la rénovation. Voilà, ils ont fait les travaux qu'il y avait à faire au niveau des jardins. Ils ont un nouveau projet architectural qui sera présenté. Ils seront en public comment dire, ils viendront présenter au public lors des vœux de Mortain-Bocage leur projet. Voilà. Donc, bon. Internet, c'est bien. Non, mais monsieur de Servret, sachez une chose, je n'ai rien contre ce projet. Je veux dire les choses claires, nettes et précises. Je n'ai rien contre ce projet. Par contre, on a eu dans l'histoire de la communauté d'agglomération des personnes qui ont acheté. À Saint-sur-Avranches, ils ont acheté des bâtiments, ils avaient des projets mirobolants et ainsi de suite. Et derrière, on a vu ce que ça a donné. Ça a fait la une des journaux, ça a fait un bordel pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, il est normal de dire, en tant qu'élu, faisons attention, ne repartons pas dans une situation qui peut être critique pour la communauté d'agglo ou pour qui que ce soit. Soyons prudents. Et ce n'est pas parce que vous présentez un beau projet, on avait un beau projet d'une Silicon Valley à l'Ecopark, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a des sonnettes d'alarme qui ont été tirées ailleurs. Je laisse la presse prendre ses responsabilités concernant ce qu'ils ont marqué. Moi, j'ai d'autres informations que j'ai eues directement. J'attire l'attention en disant, faisons attention. On a voté pour la vente. Je demande que, puisqu'il y a eu un débat, qu'il soit stipulé dans le contrat que sous conditions, et les conditions que l'on a définies. Là-dessus, on est tous d'accord, ça s'est décidé comme ça, donc je ne vois pas pourquoi ça n'y est pas. Effectivement, il faut le remettre, c'est tout, ça ne pose pas de problème. Et je vous laisse libre de vos paroles de tout à l'heure, qui ne concernent pas cet aspect-là. Voilà, parce que l'aspect qui concerne aujourd'hui, c'est un aspect de rédaction qui n'est pas conforme à ce qu'on avait décidé. Et là-dessus, je vous rejoins. Pour le reste, je vous dis, je vous laisse libre de vos propos. Voilà, je pense que de toute façon, il est prévu. Vous avez raison sur une chose. On ne peut jamais être sûr qu'un projet ira jusqu'au bout. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que si on n'accompagne pas un projet qui pourrait aller jusqu'au bout, il n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, ça c'est une réalité aussi. En tout cas, pour répondre à M. Ranchin, je vous précise que les clauses suspensives ont été demandées au notaire pour la rédaction du compromis. Mais les clauses suspensives ont été seront mises. Le problème, c'est que vu la manière dont la délibération est ficelée, ça me semble compliqué. L'important, ce sera le contenu du compromis. On vous donnera lecture du compromis en question. Mais moi, je veux dire, vous me donnez lecture, moi aujourd'hui je suis là, demain matin je ne serai peut-être pas là, les paroles s'envolent, les écrits. Donc les clauses suspensives. C'est pour ça qu'on peut très bien décider de céder la garde de on vous donnera les garanties, on vous apportera 36 000 euros, 34 600 euros TTC et des conditions suspensives mises dans le compromis de vente. C'est unique. C'est déjà prévu dans la rédaction du compromis. C'est le compromis qui fait foi. Bien, allez, je vous propose de passer au vote. Donc de l'ordre du jour, du procès verbal du Conseil communautaire du 22 septembre 2022. Je pense que tout est ramassé. Demandez là-bas. Donc il reste encore quelques votants dont le vote n'a pas été enregistré. Donc Anne-Marie Ardé, André Gauthier, Jean-Luc Garnier, Maurice Duhamel, Lynne Delaunay, Catherine Brunorine, Anne Bezy. Non, c'est pas tout. Ce sera dans le compromis.
Bien, donc nous avons 103 votants, 101 votes ont été exprimés et nous avons 98 votes favorables, donc le procès-verbal est adopté. Alors je vais rapporter les 2 points d'administration générale qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier porte sur un équipement sportif communautaire. La salle de football et vestiaire de Mortain-Bocage. Donc c'est notre PCI qui en est aujourd'hui propriétaire, qui entretient ces bâtiments. Et donc c'est un équipement qui fait partie de la liste des équipements sportifs qui sont donc de compétences communautaires. Donc la liste, vous l'avez dans le document qui vous a été transmis, ça s'affiche sur les écrans, je ne vais pas vous la redonner. Quoi qu'il en soit, donc la commune de Mortain-Bocage a manifesté le souhait de reprendre la compétence au niveau communal de ce stade de football et de ses vestiaires qui sont situés sur son territoire communal. Donc il est proposé ce soir à l'Assemblée de débattre sur le bien fondé d'une restitution de cet équipement à la commune. Donc en termes de procédure, il convient à notre Assemblée de redéfinir l'intérêt communautaire à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Hervé de Servois de façon à ce qu'il nous explique les raisons de cette demande et ce pourquoi nous aurions à nous séparer de cet équipement du stade de foot de Mortain-Bocage et des vestiaires. En fait, au moment d'exécution, un certain nombre d'équipements sont restés, on va dire, soit dans les communes, soit sont restés à la communauté d'agglo, et c'était un peu, on va dire, le menu, quoi. On choisissait un peu ce qu'on voulait. Et un certain nombre d'équipements sur Mortain-Bocage, dont le stade, sont restés communautaires, avec une raison, on va dire, qui paraissait assez évidente au départ, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait une mise à disposition du stade, on avait fait une cession à l'euro symbolique à la communauté de communes du Mortainais. Et la communauté de communes du Mortainais investissait des vestiaires à hauteur de 350 ou 400 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc il me paraissait tout à fait logique que le stade devienne la propriété de la communauté de communes à l'époque. Donc c'est devenu la propriété de la communauté d'agglomération Saint-Michel-Normandie. Et aujourd'hui, on souhaite le récupérer parce que, pour des raisons, on va dire, que l'on a un peu partout, de proximité, et on souhaite ici faire des investissements importants, notamment refaire la piste. Enfin, vous avez le lycée, le collège qui sont en périphérie. Vous avez de l'autre côté de la rue, vous avez le CRIP. On a les écoles primaires qui sont dans le coin, il y a les collèges de Bordeaux, donc c'est un équipement qui sert beaucoup aux écoles. Et en fait, on souhaite le rénover complètement pour que les enfants, notamment qui passent le bac, aient des pistes qui leur permettent de passer les épreuves du bac sur place. Ça fait partie. Et de plus, on a une association sportive qui est extrêmement efficace, qui doit avoir à peu près 150 adhérents et une grosse dynamique. Et donc voilà, donc on souhaite nous reprendre cet équipement parce qu'on aura plus de capacité à gérer la proximité de cet équipement. Voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hervé Léné. Alors j'ai oublié de préciser que c'était, mais il le sait déjà, que c'est Yann Rabasté qui est secrétaire de séance. C'est intéressant parce que dans l'ordre du tableau c'était Stéphane Graal, donc pas très loin non plus. Yann Rabasté qui est secrétaire de séance. Hervé, vas-y. Oui, juste un point, mais je ne demanderai pas de modifier quoi que ce soit. C'est un stade de football, mais c'est aussi un stade d'athlétisme. Oui, et je suis très heureux d'entendre les propos du maire de Mortain-Bocage. Il y a des projets d'investissement importants, et notamment la réception de cette piste d'athlétisme. Effectivement, il y a un club qui est tout à fait dynamique et qui sera heureux de voir réaliser tous ces investissements. Merci. C'est un peu le rôle des collectivités d'aider au développement des clubs, notamment qui sont en plein développement, qui arrivent à intéresser de la jeunesse et des moins jeunes à l'athlétisme. C'est pas aussi simple que ça. Le foot, c'est relativement... Les sports collectifs, c'est souvent plus facile, mais là, l'athlétisme, ça marche très très bien. Et donc, oui, tu as parfaitement raison. L'objectif, c'est de mettre à disposition de la jeunesse un outil qui soit aux normes. Éviter que les gamins se tordent les pattes en courant sur des pistes en sable,
qui puisse courir dans de bonnes conditions. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'intervention? Je propose de passer au vote pour le retrait de la liste de nos équipements communautaires. Non. Bien, donc nous avons 104 votants, seulement 103 se sont prononcés. Et c'est donc l'unanimité. Je vous remercie. Donc le second point que je vais rapporter porte sur nos partenariats. Donc, je vais vous lire rapidement la note de présentation. En fait, il s'agit d'une réponse à l'appel à candidature de la région Normandie pour le FEDER Leader 2023-2027. Donc le contexte, un contexte assez classique, hein, cet appel à candidature donc, intervient dans le cadre de la fin de programmation du programme actuel qui a été ouvert en 2014. Pour rappel, l'animation de la programmation précédente, donc 2014-2022, était assurée par le PETER Sud-Manche de Mont-Saint-Michel. Autrefois, c'était le Pays de la Baie. Donc le bilan actuel de la programmation 2014-2022 fait état d'un total de fonds européens de plus de 4 millions d'euros alloués au territoire donc du PETR, qui correspond donc à nos EPCI du Sud-Manche, donc Grandville-Terre-et-Mer, Villedieu-Intercom et Mont-Saint-Michel-Normandie, ayant généré près de 15 millions d'euros d'investissement, ce qui est quand même assez intéressant à l'échelle de notre bassin sud du département. Donc, en amont de cette un appel à manifestation d'intérêt, donc un AMI de la région, a été lancé pour sélectionner les territoires qui deviendront les GAL, donc les groupes d'action locales. Donc, ce sont les entités porteuses d'un programme FEDER Leader à l'échelle d'un territoire normand. C'est-à-dire que ces fonds européens, vous voyez l'architecture, hein, c'est Normandie, et ensuite PETR à travers les GAL. Donc à l'issue de cet appel à manifestation d'intérêt, 19 GAL ont été sélectionnés pour déposer une candidature pour la programmation future, donc 2023-2027. Et parmi ces GAL, on retrouve donc celui de notre territoire Sud-Manche, et du Mont-Saint-Michel, qui doit déposer une réponse au plus tard avant le 30 novembre 2022. Donc l'enveloppe générale, globale de FEDER Leader pour la période 2023-2027 et pour toute la Normandie est de 30 500 000 euros. Donc les objectifs du programme européen et la stratégie proposée sur le territoire sur notre territoire, je vous la décris assez rapidement. Donc le programme européen FEDER Leader est destiné à accompagner les territoires ruraux de leur capacité à se développer et permet aux acteurs locaux de soutenir des projets innovants qui correspondent à la mise en œuvre d'une stratégie. Donc le prochain leader, donc 2023-2027, devra relever les défis liés aux transitions économiques, sociales, démographiques, écologiques et numériques qui impactent directement les territoires ruraux et périurbains. Donc il y a des priorités transversales qui ont été définies et qui sont d'actualité. Et donc ce sera à nous de les prendre en compte dans les projets qu'on souhaitera rendre éligibles. Donc il y a la question d'égalité entre les hommes et les femmes, le développement durable, les nécessités d'adaptation au changement climatique. De plus, il y a des fondamentaux de leader qui restent présents, tels que la rédaction d'une stratégie multisectorielle, l'engagement dans un travail partenarial, l'innovation et la coopération. Donc après un premier travail de concertation et d'échange préparatoire avec les acteurs locaux, la stratégie proposée par le PETR pour la prochaine programmation a pour fil conducteur alors c'est l'aménagement, je pense que c'est l'aménagement du territoire, avec pour objectif de faire... C'est ménagement ? D'accord. Bon, l'aménagement du territoire, c'est pour ça qu'il y a des guillemets, avec pour objectif de faire évoluer le concept de l'aménagement. D'accord, ah oui, c'est subtil, mais on comprend. On passe de l'aménagement au ménagement. Donc l'intitulé qui a été retenu pour cette candidature est « Développer l'emploi en ménageant le territoire ». Cette notion de ménagement implique une évolution dans la façon de créer de la valeur ajoutée et de renforcer l'attractivité des zones rurales. Donc la stratégie proposée s'intéresse directement au champ de l'économie, mais les thématiques explorées peuvent aussi intéresser directement l'économie par l'offre de services, leur accès, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, les transitions écologiques et énergétiques. Voilà donc l'esprit dans lequel se place ce nouveau contrat, donc 2023-2027. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et à proposer dans le cadre des lignes qui sont proposées. Donc je vous passe les vues et les considérants.
Je vous donne simplement ce qui est proposé au Conseil communautaire. Donc tout d'abord, c'est de s'associer aux intercommunalités de Granville-Terre-et-Mer et Ligue-Intercom, qui font partie de ce PETR, pour répondre à l'appel à candidature de la région Normandie et pour la mise en œuvre du programme européen. Sur les dates données et sur le périmètre donc, de ces 3 intercommunalités portées par le PETR. Ce qui est proposé, c'est de valider les termes de la candidature dont il a confié le pilotage et l'élaboration au PETR. Proposer également d'adhérer à la stratégie qui a été proposée visant à sélectionner et accompagner des opérations conduisant à développer l'emploi en ménageant donc, le territoire. Et enfin, de participer à la mise en œuvre de la gouvernance proposée avec la fabrique du ménagement pour apporter son concours à l'innovation proposée et être ambassadeur de la mise en œuvre du programme et participer à son amélioration tout au long de la programmation 2023-2027. Voilà, moi ce que je propose, c'est de laisser la parole au président du PETR, pour compléter peut-être la dynamique dans laquelle se place ce nouveau contrat Feeder-Leader avec la région. C'est pas un piège, hein, Non, il n'y a aucun problème. Merci de me donner la On a parole. la chance d'avoir le président du PETR avec nous. Merci David. Au contraire, je trouve que tu as présenté très bien cette délibération qui montre ce changement de paradigme concernant l'utilisation des fonds européens sur notre territoire et en allant effectivement vers une transition écologique environnementale pour à la fois associer le développement de l'emploi, donc on va sur une vitalité économique pour notre territoire, mais aussi en ménageant le territoire. On va travailler, bien sûr, je viens de vous le dire, économie-emploi, mais aussi agriculture et alimentation vers cette transition aussi. Vous savez bien que les milieux agricoles sont en pleine mutation, avec certaines difficultés pour des secteurs à équilibrer leur modèle économique, et on voudrait aussi effectivement innover en essayant d'aller chercher les fonctions productives et les stockages du sol. Et là, on parle bien de récupération de carbone, par exemple. Et on va aller aussi, ça c'est la première fois pour les fonds européens sur notre territoire, à la demande des 4 présidents, les 3 présidents de PCI et de moi-même, sur la santé. Ce sera la première fois qu'on va se diriger vers la santé. On a pensé, les 4 présidents, que c'était effectivement une action qui était pour nous indispensable, parce qu'avoir une vitalité économique c'est une chose, préserver notre territoire aussi, mais avoir des habitants en bonne santé et avoir surtout une offre de soins accessible sur l'ensemble du territoire du PETR nous paraissait indispensable. Donc c'est une action forte, très spécifique à notre territoire. Et donc, vous l'avez vu, cette présentation un peu innovante en proposant d'associer l'emploi en mélangeant le territoire. Donc, tout est dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous rappelez que vous pouvez participer, je vous le conseille fortement, parce que la concertation font partie aussi de l'appel à candidature. Vous avez donc un questionnaire qui est disponible sur le site internet du PETR. Le questionnaire, je vous préviens, c'est comme les fonds européens, c'est pas très agréable. Il est assez long et assez compliqué, mais ça vous permet quand même de donner votre avis, de faire des remarques et suggestions. Et je pense que c'est important puisque ça va vous permettre, nous, d'associer cette discussion ensuite avec la région Normandie et les autres GAL de notre secteur. Merci. Merci Gaëtan. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant cet appel à candidature? Oui, Nadine Calvez. On va passer le micro. Est-ce qu'il y a un volet logement qui est prévu dans ce projet? Il y a un volet habitat, effectivement. Je pense lié par exemple à la transition énergétique de certains habitats peut-être. Bon, là, c'est un appel à candidature, donc on n'a pas encore les fiches actions détaillées. Mais on a cité dans l'aménagement cadre de vie santé, habitat, activité, service. Donc on a une volonté aussi d'aller vers l'habitat, effectivement. D'accord, parce que développer l'emploi, c'est aussi penser qu'il va y avoir des nouveaux habitants. Ouais,
Voilà, vous le savez bien, mais c'est plus à Sophie de répondre. C'est qu'il y a cette délégation au sein de notre PCI, mais on est à un taux de chômage, je ne sais plus exactement, de 4 ou 5% sur notre territoire. À ce que nous disait le premier vice-président de la région qu'on vient de rencontrer avec les présidents du PCI, David Marguerite, c'est le taux le plus bas de la Normandie. Et donc aujourd'hui, si on veut aider les entreprises à capter ces actifs, il va falloir faire venir ces actifs en dehors de notre département. Voilà, on le sait, et pour les accueillir, il faut des logements. Depuis très longtemps, on n'a pas une politique de création, de construction de logements sociaux dans la Manche, mais plutôt de rénovation. Et donc on est en tension sur certains secteurs, ça a été présenté dernièrement d'ailleurs. Je crois que présentation dans une commission, la tension est réelle sur une grande partie de notre PCI. Et donc pour y répondre, il va falloir créer du logement en les rénovant, en travaillant sur la vacance, les friches, mais vous savez bien, le service habitat de PCI avance très vite sur la vacance puisque ça va être des points clés pour la construction de nos futurs documents d'urbanisme. Et il faudra traiter la vacance avant de consommer des terres agricoles. Ça paraît être une évidence, mais il va falloir écrire tout ça et travailler dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour vous? On peut passer au vote? Écoutez, allons-y. Il reste simplement le vote tranquille. Voilà, donc c'est un beau signal, hein, puisqu'une adhésion à l'unanimité à ce programme montre qu'on est au diapason sur ces politiques partenariales, notamment à travers le PETR avec la région. J'ai oublié de féliciter les très bons rapports entre les agents et les services du PETR et nos 3 EPCI, et bien sûr le nôtre en particulier. Donc je voudrais féliciter nos agents pour cette bonne collaboration qui font avancer plus rapidement nos projets aussi. Merci. Alors, on va laisser la parole à Angélique Ferreira. Donc il y a 3 points économie. Le premier point porte sur une convention de partenariat avec l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Oui, merci. Donc, alors, je vous reparle du contexte. Donc, suite à la loi Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, la région est devenue compétente en matière d'orientation et d'information sur les métiers tout au long de la vie. En 2019, la région Normandie a adopté une stratégie régionale de l'orientation dont elle a mandaté et confié sa mise en œuvre à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Elle permet aux scolaires, aux étudiants, aux personnes en activité professionnelle ou en reconversion de s'informer sur les métiers, de découvrir des filières porteuses et de renforcer le lien avec les acteurs de l'économie régionale. Au-delà de la découverte des métiers et des formations, l'agence aide les jeunes et les adultes à faire des choix cohérents par rapport à leurs aspirations et réalités scolaires et économiques, et ainsi se construire une représentation objective du monde économique et professionnel. À ce titre, elle a pour mission d'organiser des actions d'information sur les métiers et les formations, ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Elle a pour mission de coordonner et d'animer les acteurs de l'information et de l'orientation sur le territoire normand et de mobiliser les entreprises et les partenaires économiques autour de la connaissance des métiers en Normandie. Dans le cadre de cette stratégie régionale de l'orientation, il est prévu que les EPCI engagent un partenariat afin de faciliter la mise en place d'actions de découverte des métiers et du monde du travail. Donc les engagements des parties à la Convention. Donc les 2 parties s'engagent à participer aux réunions du réseau pro animé par le coordonnateur de l'agence sur le territoire pour la réalisation de ces actions, de désigner des référents au titre de l'EPCI auprès du coordonnateur territorial de l'agence afin de faciliter sa mise en relation avec l'ensemble des acteurs locaux, de l'emploi, de la formation et de l'orientation dans le cadre des actions prévues ensemble, de promouvoir le dispositif La Fabrique des compétences et sa plateforme numérique Destination Métiers, de mettre à disposition, selon les événements et les manifestations organisées en lien avec l'agence,
en fonction des disponibilités des locaux, des sites permettant la mise en œuvre d'événements partenariaux de découverte des métiers ou de permanence de conseil. On apportera aussi un appui logistique et humain lors des événements et actions mises en œuvre par l'agence et diffuser l'offre de services de l'agence selon les axes prioritaires retenus. De plus, il faudra aussi valoriser au travers de leur action commune le thème de la mixité dans le cadre de la promotion des métiers. La durée de la convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature. Elle pourra être reconduite pour une durée de 3 ans sur décision expresse des partenaires. Et au cours de sa période de validité, la convention peut être modifiée par avenant à la demande d'une ou de l'autre des parties. Il n'y a pas de coût. C'est toujours c'est la première chose que je demande effectivement, savoir si ça engendre. Il n'y a pas de coût. On a commencé déjà plus ou moins à s'intéresser. Par exemple, effectivement, si on signe cette convention, la première animation qui pourrait être faite, c'est courant décembre, où il y aurait déjà toute une animation autour des formations. Voilà, il commencerait déjà à faire un événement sur notre PCI, sur Avranches. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver cette convention avec l'Agence régionale de l'orientation des métiers de Normandie et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention et tous les documents s'y rapportant. Si vous avez des questions avant, bien sûr, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Personne? Bon, c'est clair. Je propose de passer au vote. Voilà, donc les 104 votes sont arrivés, nous avons l'unanimité. Donc on lit toujours économie, délégation aide immobilier département, donc une procédure que l'on connaît pour un projet qui concerne les Vantéo. Voilà, effectivement, ça revient régulièrement, et tant mieux. En fait, je vous rappelle un petit peu qu'aujourd'hui, l'économie, ce sont des compétences de PCI et de région, mais le département, depuis 2016, pardon, excusez-moi, le département de la Manche, depuis le 8 décembre 2016, propose aux collectivités de portage par délégation de la politique publique d'aide à l'immobilier. Cette délégation peut être totale ou partielle, elle peut être convenue globalement ou ponctuellement sur un projet porté par une entreprise. Je vous redis juste les conditions d'intervention pour vous les rappeler, je ne vais pas leur expliquer pour l'autre projet, mais je vous l'ai dit une bonne fois là. Donc les bénéficiaires, ce sont les TPE, les PME, les ETI. Les SCI sont exclus du dispositif, sauf si elles sont détenues en majorité par la société exploitante du bien immobilier. Les activités des bénéficiaires, l'industrie, services à l'industrie, les commerces de gros et artisanat de production. Les projets éligibles, ce sont des extensions, des constructions neuves et réhabilitations de friches dont le montant doit être au minimum de 100 000 € pour les TPE et PME et 1 500 000 € pour les ETI. Les dépenses éligibles, ce sont l'ensemble des frais liés à une opération de construction ou d'extension de bâtiments. Pour la réhabilitation de friches, le montant des travaux doit représenter au moins 50% de l'investissement global. La forme de l'aide, c'est de l'avance remboursable de type prêt à taux zéro, avec un remboursement différé de 12 mois, et l'entreprise dispose de 10 ans pour rembourser la dette. Et le montant de l'aide, c'est 25% maximum de l'investissement dans la limite de 500 000 €. Donc l'entreprise, la première entreprise, il s'agit des Vantéo. Alors j'aime bien montrer toujours les plans, ça permet de vous expliquer, de vous parler un petit peu de cette entreprise-là. Donc les Vantéo, c'est une entreprise qui est sur la route de la Épinel. Vous voyez, quand on quitte Avranches, leur activité, ils fabriquent en fait la vente et la location de véhicules de transport pour les chevaux. Leur projet, il est de 6 millions, plus de 6 millions, c'est 6 034 000 € pour l'extension de leur bâtiment, et avec un projet de recruter environ 50 personnes minimum à l'horizon des 24 prochains mois. Je pense que vous allez vous souvenir, mais il y a quelques mois, je leur avais vendu un dernier petit bout de terrain qui avait
à côté, hein, pas collé, mais à côté. Et en fait, le but, c'était justement avec cette prévision d'extension. Et le terrain qui avait été vendu, c'était pour pouvoir refaire des parkings et tout ça, et remettre aussi des choses. Donc voilà pourquoi on avait vendu ce terrain-là. Donc l'aide sollicitée, c'est 500 000 €, puisqu'on est au plafond, et 100 000 € en subvention pour les créations d'emplois lorsqu'ils seront faits. Et en même temps, quand on voit le plan, vous voyez, l'extension va doubler en fait. Donc, il vous est proposé, alors bien sûr après un avis favorable de la Commission économique, il vous est proposé d'accepter cette fameuse délégation de compétences d'octroi de l'aide à l'immobilier au département de la Manche pour le projet des Ventéo ou toute entreprise liée à ce projet et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer la dite convention. Merci Angélique. Y a-t-il des questions concernant cette session et ce projet qui est lié? Personne ne souhaite intervenir? Donc nous pouvons passer au vote. Donc nous avons là encore l'unanimité. Merci. Le point suivant, donc toujours l'économie. Donc c'est un point assez comparable au précédent et cette fois-ci c'est un projet Manu-Manche. Alors Manu-Manche est une entreprise située à l'Olif aujourd'hui, mais qui va se déplacer. Elle va arriver sur Sartilly, c'est vraiment au bord de Sartilly. En fait, son activité, c'est la vente, l'entretien et le dépannage de solutions de matériel de manutention et de levage. L'investissement, il est d'1 119 700 €. Donc vous avez de l'achat de bâtiments et du terrain, puisqu'en fait ils reprennent un bâtiment, des travaux de réhabilitation, il y a toute une toiture entière à réhabiliter avec des panneaux solaires, et ils ont un projet de recruter 4 personnes supplémentaires à l'horizon de 24 mois. L'aide sollicitée, elle est de 200 000 €, pareil, par avance remboursable, et 50 000 € en subvention pour création d'emplois. Et j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, mais ces deux entreprises, d'ailleurs deux, c'est en plus, elles pourront bénéficier aussi d'une autre subvention qu'on a retrouvée aussi, qui pourra les aider dans ce qu'on appelle l'aide impulsion immobilier, portée par l'ADN, à hauteur de 50 000 €. Donc il y a aussi une autre subvention qui sont prévues pour ces deux entreprises-là, d'ailleurs. Très bien. Y a-t-il des questions, des remarques? C'est clair pour tous. Donc je vous propose de passer au vote. J'ai une question, pardon. Ah oui, pardon, Olivier. Pourquoi en fait, le département souhaite financer ces entreprises? Quels ont été les arguments précis? Alors en fait, dans le cadre du schéma régional de développement économique et d'innovation, les 5 départements normands, dans un souci d'équité et dans le respect de la compétence confiée aux EPCI, sont disposés à exercer par délégation des opérations d'aide à l'immobilier. En fait, ils veulent contribuer oui, aussi... Ça j'ai compris, mais pourquoi ces deux sociétés-là en fait? Ah non, mais en fait, lui-même ou... Non, il n'y a pas... c'est pas eux qui décident ou pas, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont ce dispositif-là, on leur propose, et en fait, à partir du moment où ils rentrent dans les c'est critères... nous qui avons proposé. Voilà, tout à fait, c'est nous systématiquement qui allons les voir, oui. Et juste pour rebondir aussi pour impulsion immobilier, oui, c'est l'ADN, donc c'est la région en fait qui va aider en plus, et ça passe toujours en commission permanente, Voilà, tout à fait. régulièrement. Nous assistons tous les deux d'ailleurs. Et sur le dispositif manchois, départemental, je crois que systématiquement il a été sollicité pour ce type de proposition. Donc il n'y a même pas de sélection véritablement. On propose tous les projets qui sont éligibles. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de faire le point sur le nombre de projets qui ont été soutenus depuis que le dispositif est en place. Mais il n'y a pas de sélection ou de jury. À partir du moment où ils rentrent dans les critères, forcément... D'ailleurs que les critères sont remplis. Ça fait l'objet d'une délibération départementale. Voilà, c'est ça aussi. Il faut qu'il y ait une... Systématiquement, vous les faites. Est-ce que tu mets ton micro, Catherine? D'abord, attendez.
Oui, je voulais juste préciser qu'effectivement, donc c'est la communauté d'agglomération qui propose, donc ce que nous faisons aujourd'hui, et que suite à ça, le département enregistre en fait la demande et que ça fait aussi l'objet d'une délibération au sein du département. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, pas d'intervention? On passe au vote. Non, c'est vrai qu'on avait déjà voté. Mais alors, on va relancer le vote parce que la question d'Olivier, qui était intéressante, a un peu stoppé. Non, mais ça a stoppé l'élan des collègues. Donc on va le relancer, ça va être plus simple. Là, il reste 6 personnes. Ah, c'est encore actif, pardon. Donc il reste Annie Parent, Gérard Daligo, Loïc Bayer. Voilà, c'est parfait. Donc sans calme, donc l'unanimité là encore. Alors on va passer au chapitre environnement avec 2 points assainissement collectif qui vont être apportés par Catherine. Catherine, je te laisse la parole. Le premier point, c'est un point sur une acquisition foncière à Saint-Quentin sur le Haume. Donc c'est dans le cadre du projet de construction de la nouvelle station d'épuration pour la gestion des effluents de Ducey, Saint-Quentin et Pauillet. Il est donc nécessaire d'implanter un poste de relevage au niveau du lieu-dit le Val-d'Oire pour transférer les effluents de Saint-Quentin sur le Haume vers la nouvelle station. D'un point de vue hydraulique, la communauté d'agglomération a 2 possibilités de parcelles pour accueillir ce futur ouvrage. Mais cette parcelle devant se situer en dehors de toute zone humide, de zone inondable, avec un processus d'acquisition rapide pour pouvoir respecter le calendrier imposé par l'agence de l'eau Seine-Normandie pour bénéficier du bonus d'aide de 20%. Et après des échanges avec les élus de la commune, il s'est avéré qu'une seule parcelle répondait à ces critères. Donc le terrain identifié est le suivant. C'est une parcelle cadastrée YN33 à Saint-Quentin-sur-le-Haume, surface de 95 m². Et la réglementation urbaine, c'est le PLU de Saint-Quentin-sur-le-Haume qui donc nous indique un zonage A permettant les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le propriétaire occupant du foncier, c'est M. René Lesage. Le service assainissement a négocié le prix à hauteur de 2,20 € le mètre carré. Voilà, donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre compétence et considérant l'opportunité que nous porte l'acquéreur, donc d'accepter l'acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée YN33 à Saint-Quentin-sur-le-Haume pour une superficie de 95 m² à M. Lesage au prix de 2,20 €. L'ensemble des frais et notaires seront supportés par l'acquéreur et autoriser le président à signer l'ensemble des actes et documents à l'exécution de la présente délibération. On peut déjà conclure qu'il y aura plus de frais de notaire et comme le dit le gestionnaire, et de temps d'agent pour préparer les documents administratifs. Y a-t-il des questions, des remarques? C'est bon pour vous tous? Vous passez au vote. Alors, il reste que vote. Benoît Ravel, Christian Poulain, Olivier Slianic, Gérard Daligo, Maurice Duhamel, Élise Roussel. Je ne sais plus qui a le pouvoir d'Élise Roussel. Voilà, c'est bon. Et donc là encore, nous avons l'unanimité, je vous remercie. Alors, le point suivant, l'assainissement collectif, mais a priori, Catherine, oui. Vous nous proposez de retirer ce point. Je vais proposer de retirer ce point à l'ordre du jour parce qu'en fait, la commission d'appel d'offres qui était programmée le lundi 24 octobre à 10 h sur ce dossier a dû être annulée parce que l'analyse des offres n'était pas finalisée et les délais étaient trop courts pour reconvoquer une commission d'appel d'offres avant le conseil communautaire.
Voilà, donc on vous propose de reporter ce point à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire, soit le 15 décembre 2022. Bien, je pense que tout le monde accepte le report l'annulation de ce point, pas de problème, pas de protestation. Merci. À présent, c'est Vincent Bichon qui vient nous parler géométrie et évoquer la stratégie territoriale du bassin versant du Couesnon pour la période 2023-2028. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la stratégie territoriale du bassin versant du Couesnon qui concerne pour notre agglomération le territoire des sous-bassins versants du Goison, de la Guerre, de la Bénerie et du Marais, répartis sur 10 communes: le Mont-Saint-Michel, Beauvoir, Pontorson, Gossé-la-Plaine, Lignes-sur-Mer, Tanis, Sacé et Saint-Jean pour les communes d'Arbouze, Montanet, Villiers, Carnet et Saint-Jean. La carte de localisation du territoire géographique et hydrogéologique des secteurs concernés est présentée en annexe 1. La stratégie territoriale du bassin versant du Couesnon, définie pour une durée de 6 ans, qui vous a été transmise en annexe 2, présente l'accord intervenu entre les différents signataires que sont les différents EPCI à fiscalité propre concernés pour notre agglomération, les structures compétentes en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, les financeurs que sont l'Agence de l'eau Grande-Bretagne, les régions et les départements. Le comité de pilotage du 5 avril 2022 pour l'élaboration de ces stratégies a décidé de suivre l'objectif de 34% des masses d'eau en bon état en 2025, identique à l'objectif fixé au niveau du département d'Ille-et-Vilaine. Les actions programmées dans cette stratégie territoriale feront l'objet d'une contractualisation en 2 temps, pour une période de 3 années 2023-2025, puis 2026-2028. Le premier contrat territorial couvrira la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024. Le projet type a été versé en annexe 3. La stratégie territoriale prévoit des actions de coordination, de restauration hydromorphologique des cours d'eau, ciblées donc sur les bases d'eau prioritaires et les têtes de bassin versant, de restauration du bocage et de lutte contre les pollutions diffuses. La part d'autofinancement pour la totalité des maîtres d'ouvrage est estimée à 526 000 € environ par an, soit 21% du programme d'action. Ce reste à charge pourra être revisé selon les aides de l'Europe dans le cadre des fonds FEDER du programme 2022-2027. Pour notre agglomération, il est prévu un reste à charge de 42 406 € par an, soit 127 218 € pour la durée du contrat. Chaque maître d'ouvrage indiqué dans le contrat porte son propre programme. Pour notre territoire, les structures porteuses sont le syndicat du bassin du Couesnon, donc qui va porter le volet animation du contrat et lutte contre les pollutions diffuses, et le syndicat mixte du Couesnon-Aval concernant les milieux aquatiques. L'agglomération porte le volet bocage. La signature du contrat permet de remplir la condition d'éligibilité pour l'obtention des financements pour les postes et les travaux sur ce territoire. Voilà. Avant de vous proposer la délibération, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Pas de difficulté, donc on passe au vote. Alors, il reste encore quelques votants dont le nom s'affiche. Donc Maurice Duhamel, Stéphane Graal et Michel Marc. C'est bon. Donc nous avons là encore l'unanimité. Alors, à présent, c'est Hervé Dessauer qui reprend la parole pour 2 points déchets. Le premier porte sur la validation du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc le PLP-DMA. Oui, alors, le PLP-DMA, donc le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Alors, comme vous avez vu, c'est un dossier relativement épais. Je pense que vous avez pu en prendre connaissance, donc je vais résumer un peu tout ce qu'il y a dans ce PLP-DMA. Et donc, je vais vous lire d'abord les fondements, on va dire, juridiques de tout ça. En vertu de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2,
et du décret 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, créant les listes R 541-41-1 suivant le Code de l'environnement des collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un PL-PDMA. Alors ce qui est important quand on voit les difficultés que l'on a et que l'on aura aujourd'hui, c'est que de toute façon, tous les déchets ultimes, c'est ça qui va nous coûter cher. Tant qu'il n'y a pas de solution, et encore, on a des solutions jusqu'en 2030. Après, on n'aura sûrement plus de possibilité d'enfouir, donc il faudra que nos collectivités travaillent sur des solutions alternatives. Et les seules qu'on a visiblement, ce seraient les incinérateurs, mais ça faudrait que tout le monde se mette d'accord. Je crois que le M9 travaille là-dessus, hein, David? Le M9 a convenu de lancer, que l'on puisse avec les EPCI lancer une étude. Alors on va travailler avec le FLAIR de mémoire EVIR pour essayer de voir quelle serait la possibilité pour nous de trouver une solution commune pour la création d'un incinérateur ou peut-être contractualiser avec d'autres territoires qui auraient des projets comparables. Parce que là on en est qu'à la réflexion, mais il est temps qu'on la conduise parce que en effet, on sait qu'on va rapidement arriver dans une impasse. Donc, le PL-PDMA, c'est... Pour préciser une chose, on avait travaillé avec le service déchets et toi, donc Hervé, sur une hypothèse mayonnaise avec l'incinérateur de Pontmain qui avait une capacité à accueillir une partie de nos déchets ultimes. Or, il s'avère que le Rennes Métropole a été plus rapide que nous et s'est accaparé le champ des possibles que nous avions convoité. Donc c'est une porte qui s'est fermée. C'est une porte qui s'est fermée malheureusement. Voilà. Donc la prévention, c'est l'élément qu'on peut mettre en œuvre tous. Et donc le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés fait partie de ces outils-là. Donc la prévention désigne toutes les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet. Ces mesures doivent permettre de réduire quantitativement la quantité de déchets générés, de limiter la nocivité des déchets ou de leur traitement, de faciliter l'élimination et prioritairement la valorisation des déchets. Donc l'élaboration d'un PL-PDMA est obligatoire depuis 2012, article 541-15-1 du Code de l'environnement. Donc ce programme vise à définir et à mener des actions concrètes avec le soutien des acteurs locaux pour répondre aux objectifs fixés de réduction des déchets ménagers et assimilés. Le PL-PDMA s'inscrit dans le programme national de prévention des déchets et dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET de Normandie. Donc vous voyez, le SRADET, c'est quelque chose qui touche à beaucoup de choses. Et ça fait partie. Le développement durable, on va dire l'aménagement du territoire, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler. Donc les enjeux sont répondre aux objectifs de la loi, donc du 17 août 2015, je ne vais pas vous donner son nom, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, LTECV, donc réduire de 10% les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant, stabiliser puis réduire la production de déchets d'activité économique, réduire de 50% la quantité de déchets mis en décharge à l'horizon 2025. Alors on a de plus en plus de REP qui se mettent en place, donc qui permettent de valoriser un certain nombre de déchets qu'on ne valorisait pas avant. À chaque fois qu'il y en a une qui se met en place, ça veut dire que ça ne coûte plus rien à la collectivité. Donc ça, c'est des éléments importants. Et notamment, c'est vrai sur le bois, il y a des choses qui se mettent en place qui vont peut-être arriver à diminuer nos coûts. Donc il ne faut pas être complètement négatif. Il y a des choses qui vont peut-être aller dans le bon sens. Donc répondre aux objectifs de la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui se décline en 5 grands axes: sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée, là c'est déjà un peu plus compliqué, mieux produire. Donc le PL-PDMA est un document de planification sur 6 années. À l'instar des documents d'urbanisme, le PL-PDMA est désormais permanent, modifiable ou révisable. Il doit faire l'objet d'un bilan annuel et être réévalué au moins tous les 6 mois. Tous les 6 ans, pardon. Tous les 6 mois, on n'arrêterait pas. Donc tous les 6 ans. Donc les étapes de mise en œuvre. Donc mission 1, mission année 1, organiser la gouvernance, un élu référent, un animateur, une équipe de travail, une commission consultative d'élaboration et de suivi, un élu référent, un animateur partenaire institutionnel, l'ADEME,
les collectivités et les chambres consulaires. Donc les chambres consulaires territoriales, partenaires de la prévention et de la gestion des déchets, autres élus, la société civile, associations, groupes de citoyens. Deuxièmement, établir un diagnostic initial du territoire, donc réaliser un bilan de la production de déchets, quantité, évolution, définir les gisements, évitement de déchets prioritaires et les principales cibles correspondantes. Identifier les principaux acteurs, relais locaux, permettant de relayer les actions. Donc fait à valider en octobre. Fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs du programme et des actions, définir les indicateurs de suivi, élaborer le plan d'action en concertation, organiser la consultation du public et faire adopter le PL-PDMA. Donc mission 5 années suivantes, donc le mettre en œuvre, donc le conduire, tisser les partenariats, mobiliser les acteurs, mettre en œuvre et suivre les actions du PL-PDMA, évaluer le PL-PDMA et communiquer les résultats, les valoriser chaque année. Donc, les étapes de réalisation du PL-PDMA ont été la réalisation d'un diagnostic et d'un modécom. Donc la modécom, c'est la caractérisation des ordures ménagères qui ont été réalisées en 2019. La création le 22/09/2020 de la commission consultative d'évaluation et de suivi qui s'est réunie le 19 octobre 2020, validation du diagnostic. Le 21/09/2022, validation du programme d'action. La création de 6 groupes de travail qui se sont réunis début 2021 pour identifier les actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre du PL-PDMA. Alors, il y avait à ce titre la prévention des déchets végétaux, la gestion des biodéchets, donc c'était le mercredi 24 février 2021, la lutte contre le gaspillage alimentaire qui était le mardi 9 mars 2021, la promotion du zéro déchet le jeudi 18 mars 2021, l'exemplarité des administrations publiques le mardi 23 mars 2021, le réemploi, la réparation et la réutilisation le mardi 26 mars 2021, les déchets des entreprises le mercredi 7 avril 2021. En 2021 et 2022, 2 stagiaires ont travaillé avec la chargée de communication et de la prévention des déchets à l'élaboration des fiches présentées dans ce document. Donc il s'agit aujourd'hui de valider ces fiches actions et d'adopter la mise en œuvre du PL-PDMA durant les 5 prochaines années, 2023 à 2027. Donc le programme d'action à mettre en œuvre de 2023-2027, donc c'est 43 fiches actions proposées. Et vous avez en dessous dans le tableau que vous avez vu donc le nombre d'actions dans les différents chapitres, donc gestion des déchets verts, gaspillage alimentaire, zéro déchet, exemplarité des collectivités, déchets des entreprises, réemploi et préparation. Et vous avez un coût sur les 5 ans dans ce tableau. Voilà, donc il y a un clou, pas un clou. Les clous, on les met à la déchetterie, c'est pas perdu. Donc, sur les moyens humains et moyens financiers autres, au total de 924 452. Mais, on va quand même vous rassurer parce que sur les 43 actions, 17 sont déjà plus ou moins engagées et gérées par les agents du pôle biodéchets, les agents de prévention, la chargée de prévention des déchets, des professionnels ou par la responsable communication et prévention. Donc les tableaux que vous avez après vous présentent pour les 5 prochaines années par type de poste les temps agents, les moyens humains et les autres moyens financiers nécessaires pour la réalisation des 43 actions. Alors quand on regarde ce tableau, à la fin, on voit qu'il reste engagé les cellules en orange pour un montant de soit 278 089 sur 5 ans, soit 56 000 euros par an. Voilà, donc quand on est passé de 900 et quelques mille euros à 56 000 euros par an, c'est déjà des choses qui sont plus supportables. Donc ainsi, il reste engagé pour un montant de 278 082 sur 5 ans, soit 56 000 par an, qui nécessite le recrutement d'un agent de prévention sur 5 ans, 123 559 euros pour la mise en œuvre de 26 actions. Les moyens financiers pour l'acquisition de matériel supplémentaire pour le support de communication, pour les aides aux familles. Vous voyez, dans toutes les fiches, il y a des fiches où il n'y a pas de moyens financiers particuliers à mettre, il y en a d'autres aussi. Après, c'est une estimation des coûts. Je serais bien étonné que sur un programme aussi ambitieux, on arrive à tout faire. L'intérêt, c'est d'essayer de le faire un maximum. À savoir que les subventions de l'ADEME et de la région, notamment pour le tri à la source des biodéchets, sont désormais conditionnées à la réalisation d'un PL-PDMA. Alors, d'un côté, on nous dit que de toute façon, le tri à la source des biodéchets, c'est une obligation, qu'on peut nous y aider, mais on vous dit, si vous voulez que vous êtes,
il faut réaliser le PLPDM. Donc le CCES qui s'est réuni le 21 septembre 2022 a donné un avis favorable à ce programme d'action. Par ailleurs, ce programme d'action comprend la poursuite des actions zéro déchet débutées sur le Mont-Saint-Michel cette année. Ces actions seraient menées par la chargée de mission zéro déchet, dont le contrat se termine le 31/12/2022. Ainsi, le recrutement d'un chargé de prévention pour le PLPDMA pourrait s'inscrire dans la continuité de ce projet déjà engagé, parce que le projet zéro déchet sur Mont-Saint-Michel n'est pas quelque chose de terminé. Donc la personne qui aiderait la mise en œuvre du PLPDMA pourrait aussi continuer à travailler sur le projet zéro déchet au niveau du Mont-Saint-Michel. L'ensemble des élus de la commission déchets du 12 octobre ont donné un avis favorable. Voilà, au programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, au recrutement d'un chargé de prévention pour sa mise en œuvre durant les 5 prochaines années, l'inscription au budget de 150 530 € de moyens financiers répartis sur 5 ans. Alors, ne me posez pas de questions sur les fiches en détail. J'ai du mal à y répondre. Non, ce qui est important là-dedans, c'est que, comme dans beaucoup de cas d'ailleurs, on est un peu pris aux pattes, donc ça. Globalement, on a bientôt pu avoir d'exutoire, et donc la seule méthode pour essayer de faire durer nos centres d'enfouissement le plus longtemps possible, c'est d'essayer de diminuer nos déchets. Donc de mettre tous les programmes, liés par exemple au compostage individuel et autres, il faut essayer de les mettre en œuvre. Merci Hervé. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Même s'il n'y a pas les détails des fiches encore, il y a matière à discuter ou à préciser les choses. Alors, je sais que beaucoup de collègues suivent les commissions déchets avec assiduité. Néanmoins, si vous avez besoin de le PLPDMA, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'élus à participer à toutes ces réunions qui étaient importantes, qui étaient intéressantes. Mais on avait quand même tous les partenaires. On avait aussi un certain nombre d'associations, de représentants d'associations qui étaient là. C'est pas, faut être clair, c'est pas un truc de bobo. Hein. Il y a des fiches actions là-dedans qui peuvent être vues comme ça. Mais ce qu'il faut y voir surtout, c'est le sujet de réflexion sur notre mode de vie. Et ça, c'est quand même important parce que quelque part, aujourd'hui, un jour, quelqu'un me disait comme ça, quand on mange un poisson, on ne sait pas si on mange un poisson en plastique ou si on mange un poisson... Mais en fait, on a quand même nécessité d'essayer de résorber au maximum nos déchets. Que ce soit des déchets ultimes... Alors, il y a un autre sujet derrière qui concerne notamment des actions qui sont dedans, dans le PLPDMA, concernant notamment le broyage des déchets verts, des choses comme ça. Ça fait partie, c'est des actions qui sont déjà là-dedans. Parce qu'effectivement, nos problématiques sont multiformes. C'est pas, ça serait trop facile qu'on ait à faire ça, il n'y a que ça à bouger, ça marcherait. Non, nos problématiques sont multiformes et une partie de la problématique, c'est la façon dont on arrive à se mobiliser les uns les autres, à mettre en œuvre des actions pour diminuer finalement les déchets utiles, la quantité de déchets. Qui souhaite intervenir? Oui, alors moi je ne fais pas partie de la commission et je n'ai pas assisté à l'élaboration du plan, mais je voudrais juste apporter mon témoignage d'élu et le travail, toute la réflexion qui a été menée zéro déchet sur le site au Bec d'Andenne sur le départ des traversées en association avec la commune, puisque la commune avait déjà instauré le zéro déchet dans la commune déjà depuis deux années. Et voilà, et témoigner de la qualité du travail qui a été porté et de la collaboration sur cette réflexion zéro déchet. Parce qu'en dehors du fait effectivement qu'il y ait moins d'ordures sur le site, c'est à la fois un gain de temps pour les agents, c'est des heures à ramasser quand même à certains moments, et puis ça leur permet aussi de mener des actions de sensibilisation, d'accueil du public, enfin, voilà, donc d'autres tâches que celles... alors tout n'est pas terminé, hein, parce que c'est assez complexe la gestion des déchets, mais voilà, je voulais quand même souligner l'accompagnement qui avait eu lieu et le travail de l'agent qui était vraiment
vraiment un très gros travail. Je me joins à tes compliments, Catherine, parce que c'est vrai que souvent on ne s'imagine pas, mais le travail des agents qui, par exemple, ouvrent les sacs des personnes pour les caractériser, pour voir ce qu'il y a comme ordure, essayer de trier, savoir s'ils ont... C'est un travail important, mais on pourrait considérer que c'est pas valorisant. Mais les gens qui le font, pour eux c'est valorisant parce qu'ils ont un objectif. C'est-à-dire que c'est pas pour fouiller dans les poubelles des gens, c'est pour arriver à caractériser comment les ordures sont finalement triées, qu'est-ce qu'on jette pas, comment... Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas savoir quels peuvent être nos axes d'action. Donc là, je voudrais rendre hommage à tous ces personnels qui chaque jour, sont capables de faire ce travail-là. Et c'est vrai qu'ils le font avec sérieux et bon cœur. Et pour rebondir sur ce que tu dis, hier soir à Saint-Martin-de-Landelle, chez Jacques Bouvet, avec Brigitte, donc la maire déléguée, on avait une réunion de débriefing des championnats de France de l'avenir 2022, donc qui sont très bien passés. D'ailleurs, on a reçu les félicitations de la Fédération française de cyclisme. Il y avait surtout donc un agent du service déchets, Madame Eudes, qui était présente et qui expliquait tout le travail qu'elle avait fait pour sensibiliser à la fois les sportifs, leurs encadrants, les visiteurs aux bonnes pratiques de tri. Et elle a pu faire en détail un débriefing de ce qui s'était passé pendant ces 4 ou 5 jours, parce que la Polynie Normande finalement était la continuité de l'événement. Et c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais comme elle le disait, ouvrir les sacs, voir concrètement ce que les gens jettent ou pas, pour essayer d'envisager des solutions visant à produire moins de déchets. On parlait justement par rapport aux bouteilles d'eau qui avaient été ramenées en grande quantité parce qu'il faisait très chaud, vous vous rappelez, ça génère une quantité de plastique colossale. Alors, on parlait de la mise en place de fontaines, de réservoirs permettant finalement de remplir des gourdes plutôt que d'ouvrir des bouteilles en plastique. Et c'est vrai que le travail de fond, à la fois sur le volet pédagogique, sur l'analyse des déchets produits, est absolument remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, remarques, avant qu'on passe au vote? C'est bon pour eux tous? On y va? Le point suivant donc, porte sur une convention de mise à disposition de broyeurs à végétaux auprès des communes avec une tarification. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont été discutées dans le PLPDMA sur les besoins exprimés et essayer de résorber, disons, de mieux utiliser, de mieux valoriser, on va dire, nos déchets verts, nos branches, et ainsi de suite. Donc convention de mise à disposition de broyeurs à végétaux auprès des communes et tarification. Donc, certaines communes du territoire souhaitent s'équiper de broyeurs à végétaux. Cet équipement peut prétendre à une aide à l'investissement de la part de l'ADEME, sous condition que son utilisation soit mutualisée avec plusieurs communes afin d'optimiser son utilisation. De plus, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-de-Normandie, dans le cadre de son programme de prévention des déchets, souhaite réduire les apports de déchets verts en déchetterie. Le projet, donc ainsi, il est proposé que la communauté d'agglomération achète du matériel de broyage pour le mettre à disposition des services techniques communaux et communautaires. Elle organisera en partenariat avec les communes des sessions de broyage à destination des particuliers sur des déchetteries ou sur des places communales pour avoir un coup en même temps avec des habitants, c'est pas mal. Par la suite, la mise en place d'un broyage à domicile chez les particuliers sera étudiée. La communauté d'agglomération a fait une demande de financement pour les investissements de 5 broyeurs qui a été acceptée par l'ADEME. Dans un premier temps, il est envisagé d'acquérir un broyeur à végétaux et de tester cette mise à disposition avec les communes du pôle de Saint-James-Pontorson avant de déployer ces investissements sur le reste du territoire. Il est toujours mieux de mettre en place sur un territoire, de tester, de voir ce que ça donne. Voilà. Et après, le déployer si vraiment le résultat est conforme à nos attentes. Donc objectif, réduire les apports de déchets verts en déchetterie de 3000 tonnes, soit 33 kg par habitant,
Donc c'est le gisement de 2021 de 13 288 tonnes. Donc alimenter les points de compostage partagés en broyat. Donc vous savez que les points de compostage partagés, vous avez un composteur dans lequel vous allez mettre vos apports de matière sèche, l'autre pour les déchets, puis l'autre en attente pour transvaser. Donc mutualiser les matériels de broyage pour les 95 communes du territoire, lutter contre le brûlage des déchets verts, c'est interdit. Donc public cible, les services techniques communaux ou communautaires, les professionnels et donc les particuliers, c'est sur des opérations pilotées par les collectivités. Moyens matériels, donc acheter 5 broyeurs, soit 1 par pôle. Ces équipements contribueront à la réalisation des actions suivantes par les agents en charge des déchets. Sensibiliser et inciter les usagers à valoriser autrement leurs déchets verts par le broyage des branchages et la réutilisation in situ en paillage ou compostage. Sensibiliser le service technique communaux et communautaire à la gestion différenciée des espaces verts. Les services techniques communaux, des services. Organiser et gérer la mise à disposition des broyeurs aux services techniques communaux et communautaires, formation des utilisateurs, planning, état des lieux du matériel. Organiser des sessions de broyage sur les déchetteries ou sur les places communales à destination des particuliers. Étudier l'organisation de broyage à domicile pour les particuliers. Donc vous voyez, il y a des choses à réfléchir qui ne sont pas encore... Donc planning de mise en œuvre. Donc la commission de déchets du 22 juin, avec les élus avaient disons, décidé, enfin pas décidé, mais avaient envisagé que si l'ADEME subventionnait à hauteur de 55%, on pouvait continuer à étudier le sujet. En juillet, donc l'accord de l'ADEME, on l'a eu pour une subvention à hauteur de 55%. La commission déchets du 7-9, donc proposition de convention de mise à disposition et de la tarification. 12 octobre, présentation de ces éléments lors d'une réunion avec les services techniques du pôle territorial Saint-James-et-Pontorson et l'UAGEN, afin d'ajuster la convention. Commission du 12 octobre et conseil du 27 octobre, donc aujourd'hui, donc validation de la convention de la tarification. Donc, proposition de tarification, la tarification de mise à disposition de broyeurs aux communes est basée sur les données suivantes. Tonnage évité estimé à 50 tonnes par an, 25 locations payantes par an et par broyeur, sachant que l'ADEME demande 100 locations ou 100 tonnes traitées par broyeur. La location des broyeurs sera gratuite pour les services de l'agglomération. Et la proposition tarifaire, c'est 160 € par journée ou 120 € par journée si une condition est respectée. Je vais vous donner les conditions après. 80 € par journée si 2 conditions respectées. Donc, pour information, le coût de location chez un professionnel est de 180 € la journée. Alors, le ou les conditions à respecter pour bénéficier d'une réduction sur la tarification sont remplissage des bacs de matière sèche, des composteurs collectifs et communaux présents sur la commune. C'est-à-dire que si vous avez une utilisation dans ce cadre-là, c'est un des 2 critères. Et réalisation d'au moins une journée par an de broyage des déchets végétaux auprès des usagers. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à atteindre. Si les communes le veulent, c'est facile à atteindre. Et donc, l'avis des élus de la commission, les élus de la commission ont donné un avis favorable pour l'acquisition de broyeurs en végétaux, le projet de convention et la tarification en commission du 7-9-2022 et du 12-10-2022. Voilà. Donc, vous avez reçu le projet de convention. Je ne vais pas vous la lire, hein, ça reprend globalement un certain nombre d'éléments. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que ça correspond, parce qu'il y a eu, c'était des besoins qui avaient été aussi exprimés par un certain nombre d'élus, est-ce que ça correspond à peu près à vos demandes, globalement? Est-ce que vous pensez que ça va vous apporter quelque chose? Parce que ça aussi, c'est un élément important. Non? Tu n'as pas de questions? Vous ne voyez pas du noir, quand même? Non? Oui, Catherine. Sur le principe, je suis entièrement d'accord, mais j'ai une petite interrogation parce qu'on valide à la fois la convention, mais aussi l'achat des broyeurs. Et on n'indique pas du tout le montant de l'investissement. Ce que coûte un broyeur ou l'idée de ce que coûte un broyeur ou les 5 broyeurs. Ça serait peut-être bien de le mettre avec. Oui, s'engage à la dépense. Est-ce qu'à 160 € la location au jour?
Si c'est pas cher, là, c'est pratiquement amorti. Par contre, à 160 € le jour. Oui, mais Catherine a raison. C'est vrai qu'on aurait dû donner le prix moyen d'un poignet. J'ai pas d'idée comme ça. J'ai un trou de mémoire. David de 25 000. Ouais, c'est là, oui. 26 000 €. C'est moins de 30 000 €. Ça doit être entre 25 et 26, quelque chose comme ça. C'est moins de 30 000. Ça dépend de la puissance du truc. Mais tu as raison, en termes d'investissement, c'est mieux d'avoir les Ça signifie quand même, grosso modo, enfin, pour qu'on ait une idée, que ce sera un investissement autour de 125 000 ou 130 000 financé à 55%. Exactement. Je pense que ce serait peut-être bien de rajouter une petite ligne. Bon là, effectivement, la délibération, c'est la convention de mise à disposition des moyens. Voilà. De toute façon, l'investissement a été inscrit au budget. Voilà, donc on a la ligne budgétaire qui permet d'acquérir, enfin d'investir dans l'achat. Oui, il y a l'argent pour acheter. Hein, Par contre, c'est vrai que c'est quand même intéressant, au vu donc, du coût de location au jour pour les communes, de connaître, enfin, de pouvoir mettre en place un coût d'investissement. Oui, c'est vrai. Donc on a compris que c'était entre 25 et 30 000 €. Vous en avez une idée. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Alexis, est-ce que vous pouvez passer le... Pour que les déplacer, les broyeurs, ce sont des automoteurs ou ce sont des... Comment ça se passe? Il faut les tracter. Ils sont pas électriques, ils sont... Non, on les tire, mais ils ont leur propre moteur. C'est pour ça que dans le contrat, vous allez voir, il y a le carburant que vous devez les rendre, les gens qui l'utilisent doivent refaire le plein. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que bon, les broyeurs thermiques, alors faire une fête au cœur du village avec un broyeur thermique, je suis pas sûre qu'on le fasse. Il faudra peut-être un endroit un peu reculé. Après, comment amener les gens à venir broyer leurs déchets verts vers un broyeur, bon, il faudra voir. Donc je pense que c'est une bonne idée d'essayer avec un et puis de voir, ce que ça donne, quoi, si la population adhère suffisamment à ce dispositif. Tout à fait. Je pense que l'option qui consiste à faire un test est une bonne option, sage. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions au vote? C'est bon pour vous tous? Donc, nous pouvons y aller. Alors, il reste quelques votes. Donc, Olivier Deville, Yann Rabasté. Voilà, donc nous avons 92 votes favorables, 11 abstentions et un vote contre, ce qui signifie que nous avons donc une large majorité. Je vous remercie. Merci Hervé. Donc on va céder la parole à Mickaël Soulin pour un point enfants-jeunesse qui porte sur l'attribution des marchés dans le cadre de l'extension du multi-accueil des lutins du Val-de-Sé à Bressé. Oui. Merci David. Donc effectivement, on est là pour attribuer les lots. Merci. Excusez-moi, la journée a été longue. Alors, au niveau du contexte, juste pour faire un petit rappel, donc en 2005, la crèche à Bressé a été ouverte et dans un premier temps, donc elle avait une capacité de 12 places.
Alors 8 en accueil régulier et 4 en occasionnel. Ça a été porté à 16 en 2016. Donc 4 places supplémentaires avaient été accordées sur le créneau 8h30, 12h30. Parce que effectivement, on a 16 places, mais les 16 enfants ne peuvent pas dormir l'après-midi. Donc voilà, le projet consiste à augmenter la capacité d'accueil de la crèche et d'installer le relais petite enfance, le RPE, dans les nouveaux locaux mutualisés. Les locaux transformés, donc ils accueilleront ainsi la crèche agrandie pour pouvoir proposer cette fois 20 places et le RPE, donc 20 places où les enfants pourront être là toute la journée. Donc vous avez le plan effectivement de la crèche, donc tout en bas c'est l'existant et l'extension vers le haut. Donc le projet prévoit une construction neuve en extension et une rénovation partielle de l'existant, donc du multi-accueil les Lutins du Val-de-Sée sur un terrain situé rue Paul Lemonnier à Bressé pour une surface de plancher créée de 157 m². Donc vous avez les différentes façades. Donc l'accès principal existant donc, sera conservé. Ensuite, au niveau de la façade sud, le RPE occupera l'emplacement actuel de la salle d'activité de la crèche et son bureau attenant. Et puis les autres espaces seront transformés en lien avec l'extension pour pouvoir accueillir et desservir les deux services. La crèche composée d'une salle d'activité, d'une salle de propreté, de 2 dortoirs, d'une salle de repas et d'un office occupera l'extension et une partie des locaux actuels. L'office restant implanté dans la même zone qu'aujourd'hui. Donc les locaux pour le personnel se développeront le long du mur mitoyen avec la médiathèque. Au niveau du fonctionnement, donc la crèche sera en fonctionnement sur le site au début des travaux extérieurs, puis un déménagement dans le gîte communautaire, donc dans la cellule sur la commune du Petit Ceylan. Donc à partir du second trimestre 2023. Donc au niveau du Petit Ceylan, effectivement, on a un gîte communautaire. On a fait une demande des services de la PMI qui nous ont accordé ce gîte comme point de transit en vue des travaux du chantier. Donc la préparation du chantier est prévue le mois prochain, fin 2022, le démarrage des travaux à partir de janvier. On souhaite une réception en novembre 2023. Au niveau de l'appel d'offres, donc à la délibération numéro 2021-04-15-67 du Conseil communautaire du 15 avril 2021, approuvant les orientations stratégiques d'investissement proposées dont le projet d'extension du multi-accueil les Lutins du Val-de-Sée à Bressé, suite aux décisions du comité d'orientation du 6-10-2021, validant la poursuite du projet d'extension et de rénovation avec le nouveau montant prévisionnel des travaux. Donc de la délibération du bureau communautaire du 15-12-2021 validant le plan de financement pour un montant au départ de 693 025 € hors taxe. La validation du comité technique et stratégique de l'avant-projet définitif du 9 mai 2022, approuvant l'extension et la rénovation du multi-accueil. Donc l'appel d'offres a été publié le 26/8/2022 avec une date limite de réception des offres le 27 septembre dernier. Alors l'estimatif des travaux a été porté de 693 025 € hors taxe à 811 735 €,83 pour les raisons suivantes. Certaines vous les devinez bien évidemment. Donc le projet a dans un premier temps fait face à une augmentation du coût des travaux due à la complexité du site très contraint et avec de nombreux mitoyens. Des suggestions imprévues ont été ajoutées concernant les fondations, le dallage mis en œuvre et les raccords sur les existants. Au respect du nouveau référentiel PMI, celui-ci a été édité pendant la réalisation de l'esquisse
et n'avait donc pas pu être intégré dans le programme initial. Donc à l'intégration des demandes spécifiques des bureaux de contrôle et SPS, donc mise au point de sécurité, proximité des avoisinants nécessitant du coupe-feu, fondation, déporté et dallage, et à la conjoncture actuelle de la forte hausse des prix et de pénurie de main-d'œuvre, donc entraînant une régularisation des honoraires de maîtrise d'œuvre déjà revus et intégrés au plan de financement. Donc le lot numéro 1, désamiantage démolition, a fait l'objet d'une attribution dans le cadre d'une précédente consultation. C'était par rapport à un bâtiment qui était juste à côté de la crèche. Donc la commission MAPA pour les appels d'offres s'est réunie lundi dernier, le 24 octobre, pour émettre un avis sur le rapport d'analyse. Donc, je vais vous les donner. Alors, vu les délibérations, alors je vous ai déjà notifié un petit peu pas mal de choses, du 15 avril 2021, le bureau communautaire du 15-12-2021. Donc, considérant la nécessité de passer un marché de travaux pour l'extension du multi-accueil Les Lutins du Val-de-Cé à Bressé, et considérant le rapport d'analyse des offres et avis à la commission d'appel d'offres en date du 24 octobre, sont attribués comme suit. Donc le lot numéro 2, gros œuvres, VRD, donc au groupe LB de Granville pour un montant hors taxe de 176 013 €. Le lot 03, charpente bois, donc c'est l'entreprise Bruno de Donfront pour un montant de 12 387. Le lot 4, étanchéité pour Bessin étanchéité à Bayeux pour 37 082 €. Le lot numéro 5 pour les menuiseries extérieures. Donc je reviendrai vers vous sur le prochain conseil parce que effectivement l'agent m'a rappelé aujourd'hui. Il y avait c'est les menuiseries extérieures et il y avait une variante par rapport à ce lot qui était imposée et en fait l'équipe de maîtrise d'œuvre n'a pas noté ces variantes. Donc afin de ne prendre aucun risque juridique et pour ne pas bloquer le dossier, je reviendrai vers vous pour le prochain conseil pour vous valider le lot numéro 5. Je continue donc. Le numéro 6 pour platerie sèche plafond, donc ça serait Rébeu Menuiserie de Sartilly pour un montant de 72 589 €. Le lot numéro 7, menuiserie intérieure, donc c'est Rébeu Menuiserie aussi de Sartilly pour 79 055 €. Le numéro 8 pour les peintures, Bruno Le Bouvier d'Agon-Coutainville pour 21 825 €. Les sols souples, donc le lot numéro 9, Jean-Marie Peinture de Saint-Lô pour 17 481 €. Le lot 10, carrelage faïence, donc c'est Le Noble Carrelage à Marseille-les-Grèves pour 10 519 €. Et le lot électricité, Blin Lemonnier d'Amby pour 39 832 €. Le numéro 12, plomberie sanitaire chauffage, Blin Lemonnier d'Amby aussi 86 744 €57 €. Et le 13, clôture espace vert, Poulain et Nicole à Réfuveil pour 6 839 €10. Alors effectivement, on va voter. Juste pour vous dire par rapport aux subventions, on sera subventionné à hauteur, pour le moment, sur les chiffres qu'on a, c'est à 78%. Donc il faut savoir que la CAF a ajouté 100 000 € sur ces subventions. On était à 205 000, on est maintenant à 305 000. L'État à hauteur de 196 820 et pour le département 136 770 € par rapport au montant. Je vous ai donné tout à l'heure le nouveau montant des 811 735 €. Donc, juste pour votre gouverne, au niveau de l'autofinancement, on sera à hauteur de 173 000 € pour la communauté d'agglomération.
Je vous l'ai dit au départ, donc le nouveau bâtiment, l'extension, c'est 157 mètres carrés. Et oui, il y a des travaux intérieurs sur l'existant, il n'y a pas que sur l'extension. Merci. C'est comme l'ambiance. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Alors il reste encore quelques votes qui arrivent. Donc Yann Rabasté et Raymond Béchet. Merci beaucoup. Et nous avons l'unanimité. Bien, on va passer au point ressources avec David Julien qui va faire un point commande publique. Merci Monsieur le Président. Donc un point effectivement sur nos marchés et l'assurance. Donc la communauté d'agglomération et son office de tourisme ont constitué une convention de groupement de commandes dans le cadre de la passation des marchés d'assurance. La convention constitutive du groupement de commandes désigne la communauté d'agglomération comme coordonnateur du groupement. Chaque membre du groupement, à l'issue de la procédure, notifiera son propre marché avec la société retenue. Donc, il y a une consultation qui a été lancée le 8 juin 2022 pour 4 lots. Lors de la remise des offres programmées le 2 septembre 2022, nous avons obtenu un pli pour le lot 1, 2 plis pour le lot 2, 2 plis pour le lot 3 et un pli pour le lot 4. Suite à l'analyse des offres en commission d'appel d'offres, il vous est proposé de retenir les offres suivantes. Pour le lot 1, assurance des responsabilités des risques annexes, la SMACL. Donc la prime TTC pour la communauté d'agglomération, solution de base, est à 19 236,31 et le PSE risque environnement est à 13 14,64. Sur le lot 2, assurance des véhicules à moteur et des risques annexes, c'est un courtier Pio Great Lake, une société allemande pour le coup. La prime TTC pour la communauté d'agglomération, la solution de base est à 32 922,28 TTC. Le PSE autocollaborateur est à 4 000 € TTC et le PSE brique glace à 817,50. Le lot 3, assurance de la protection juridique de la collectivité. Nous proposons de retenir la SMACL. La prime TTC, communauté d'agglomération, solution de base était 4002,57. Et le lot 4, assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. La SMACL aussi pour 1612,66 sur la solution de base. Donc, pour ces lots-là, la collectivité a été accompagnée par une maîtrise d'ouvrage. C'était assez spécifique quand même, ces marchés d'assurance, comme nous l'avions fait déjà préalablement il y a 4 ans. Donc on est sur à peu près un global à 76 603 € sur l'ensemble des 4 lots. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2022, on était en cotisation à 69 265 €, ce qui fait une augmentation de 10%. Et pour vous rappeler ce qui était là sur la précédente mandature, l'ensemble des coûts d'assurance sur les anciennes communautés de communes était autour de 120 000 €. Voilà. Pour vous donner un petit peu... Donc, je ne sais pas si ça vous pose des questions. Et je rappelle que dans l'ancienne mandature, justement, parce que tu en parles, Gilbert Badiou avait déjà fait un bon travail avec les services pour toiletter et négocier à la baisse, bien évidemment, les contrats d'assurance. Donc là, on continue le travail avancé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques, donc on passe au vote. Voilà, donc nous avons sur ce dernier point de l'ordre du jour, donc l'unanimité. Je vous remercie. Donc je vous fais grâce de la lecture des décisions prises dans le cadre des délégations au président et au bureau. Ah, donc notre ordre du jour est épuisé. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interventions à faire. Si personne ne souhaite intervenir, je vous propose de
de lever cette séance en vous souhaitant un bon retour à votre domicile et en vous donnant rendez-vous le 15 décembre prochain, donc à 19h pour l'Assemblée communautaire, la dernière Assemblée communautaire de l'année. Mais je vous confirme donc la date du 1er décembre, ici même, donc a priori à 19h pour la conférence des maires. Qui nous permettra de rencontrer le préfet, monsieur le préfet de la Manche. La date a été confirmée. 1er décembre. Alors, j'attends confirmation du cabinet du préfet, ce sera sans doute entre 18h et 19h. Bon, là en l'occurrence, on se fiera au calendrier de monsieur le préfet. Voilà, donc 1er décembre, conférence des maires, ici même, avec le préfet. Donc suite à sa sollicitation. Et donc le 15 décembre,